Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad et je présente cette émission. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michael Thévenin. Michael Thévenin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Michael Thévenin, vous êtes anthropologue, vous avez fait votre thèse sur les éleveurs semi-nomades du Kurdistan irakien, plus précisément sur les enjeux fonciers auxquels font face ces éleveurs. Exactement. On peut dire que nous nous connaissons depuis plusieurs années. On s'est rencontrés à Erbil, je crois que c'était en 2015. 2015 ou 16. C'était en 2016, oui. 2016. Voilà, donc on se connaît depuis relativement longtemps. Donc vous êtes arrivé au Kurdistan irakien en 2013, en réalité, pour commencer vos travaux et vos recherches. Exact. Avant ça, vous aviez déjà été en Kurdistan turc, comme on dit en Turquie, donc la partie kurde de la Turquie, et en Arménie aussi, pour travailler sur le même sujet. Exact, oui. Et vous êtes de passage à Erbil dans le cadre d'une exposition et d'une conférence organisée par l'IFPO, donc l'Institut français pour le Proche-Orient, qui a ses locaux, ses superbes locaux au sein de la citadelle d'Erbil. Donc, Michael, encore une fois, soyez le bienvenu. Merci. Je vais commencer par une question très simple. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au pastoralisme semi-nomade des Kurdes en Irak ? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Effectivement, moi, mes parents ne sont absolument pas du tout kurdes. Je n'étais pas du tout destiné à avoir une histoire avec les Kurdes, puisque maintenant, c'est vraiment une histoire. En fait, tout est parti de ma passion pour les montagnes. Et en fait, pendant une période de ma vie, j'ai été accompagnateur en moyenne montagne. J'ai passé un brevet d'état d'accompagnateur en moyenne montagne. J'ai officié surtout sur les massifs français. Et à l'occasion de ce diplôme, en fait, on doit présenter un mémoire qui concerne des sujets liés à la montagne. Et du coup, moi, j'avais choisi d'aller à la rencontre des bergers. J'étais fasciné par eux, d'aller sur les marges, en fait, tout simplement, à la rencontre de ces gens qui vivent sur les marges et qui vivent en interaction à la fois avec les bêtes, mais aussi avec les montagnes, la nature. Et voilà, on doit, dans le cadre du brevet d'état, on doit faire 30 pages. Et puis moi, j'en ai fait 200. Oui. Et, voilà, on doit faire 3 mois d'enquête. Moi, ça m'a duré 2 ans. Et j'ai eu tellement de plaisir à rencontrer ces gens, à les interviewer et tout ça. En fait, je faisais de l'ethnographie sans le savoir. Et une fois que tout ça a été fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, ça m'a tellement plu que j'ai voulu reproduire l'expérience. Je connaissais déjà la Turquie. Grâce à des amis, j'avais déjà voyagé, mais essentiellement dans l'ouest de la Turquie. Et je savais que sur les prospectus touristiques qui est proposé par la Turquie, il y avait des prospectus sur l'est de la Turquie et on voyait des troupeaux, des bergers. Mais en même temps, dès qu'on regardait, qu'on tapait sur Internet, même pas encore à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment... Enfin, l'Internet n'était pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était entre 2000 et 2005. Il y avait très peu de choses qui sortaient en fait sur les bergers et j'ai appris de l'est de la Turquie et à ce moment-là j'ai appris que ils appartenaient à un peuple qui s'appelait les Kurdes et j'ai découvert en fait les Kurdes par cet intermédiaire, par les prospectus turcs, ce qui est quand même plutôt étonnant. Et c'est beau. Voilà. Et donc en fait un jour j'ai dit écoutez, en 2005 j'ai décidé de partir là-bas à Diyarbakir et de voir un peu si je pouvais renseigner les pratiques pastorales de ces régions, quoi. Voilà. D'accord, donc c'est à ce moment-là, à partir de là, que vous avez commencé vos études universitaires ou votre thèse? Non, pas du tout. C'est bien plus tard. C'est venu plus tard. En fait, il y a eu une dizaine d'années, en fait, entre 2005 et 2013, 8 ans, où j'ai fait 5-6 séjours en fait au Kurdistan turc, dans le sud-est de la Turquie, tout seul, en solo. Et en fait, l'idée, c'était de faire un carnet de route. Et surtout, j'avais une obsession, c'était de cartographier en fait les déplacements des troupeaux saisonniers. Les déplacements saisonniers des troupeaux, c'était vraiment une obsession, puisqu'il y avait un livre qui était sorti sur les pratiques pastorales en Méditerranée. Oui. Et effectivement, tout l'ouest de la Turquie était renseigné, mais il n'y avait absolument rien sur l'est de la Turquie. Alors que par ailleurs, la Bulgarie était renseignée.
qui n'est pas spécialement plus proche du Kurdistan, de la Méditerranée en fait. Oui. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, moi je voulais réparer cette erreur, je voulais réparer un peu cette injustice qui était faite aux bergers du sud-est de la Turquie, aux bergers kurdes, et arriver à poser sur une carte les déplacements saisonniers de ces populations nomades, quoi. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et en fait, à partir de 2013, j'ai commencé à partir de 2010 de faire des expositions photos. Donc c'était du carnet de route, des expositions photos. J'ai commencé à présenter des cartes. Et puis au fur et à mesure, il y a un jour un ethnologue qui est venu me voir, qui est venu voir mon exposition, qui m'a dit, écoute Michael, ce serait quand même pas mal que tu valides ça par un master en ethnologie, quoi. Et en 2013, je me suis lancé et j'ai fait un master en ethno. Et cette fois-ci, c'était sur la Turquie, oui. Donc sur la Turquie. Et en 2013, en plus, j'ai eu la chance, et je la remercierai jamais assez, d'avoir rencontré d'abord Marjane Mashkour, de Muséum d'Histoire Naturelle, et aussi, surtout, Jessica Giraud. Jessica m'a pris dans sa mission archéologique alors que je n'étais même pas universitaire, que je n'avais même pas repris mes études. Et en avril 2013, je me suis retrouvé au Kurdistan irakien à interroger des bergers kurdes avec mon Kurmanji. Oui, parce que alors ça, il faut le dire aussi. Vous parlez assez bien le kurde. C'est gentil, ça, alors bien sûr qu'on n'est plus au Kurdistan et peut-être moins de pratique depuis votre retour en France, mais en tout cas, je vous ai connu, vous parliez un kurde, un kurmanji, oui, tout à fait, de très très bonne qualité. Merci. Donc voilà, donc jusqu'à 2013, c'était plutôt comme une passion, quoi. Oui, tout à fait. C'était une passion, c'était vraiment du carnet de route, une passion. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai voulu que ça soit un peu plus scientifique. Oui. Et voilà, en 2013 est arrivée donc la mission master de Jessica Giraud, d'abord. Oui. Et puis en septembre 2013, j'ai intégré le master d'ethnologie de Paris 5. Voilà. D'accord. Donc 2013, c'est votre arrivée dans le Kurdistan irakien. Vous découvrez pour la première fois le Kurdistan irakien. Ce sera le premier séjour d'une longue série de séjours qui vous a amené jusqu'à terminer finalement cette thèse. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ça, donc plus tard, après le master, votre thèse? Ce que vous avez découvert, bien sûr, on ne prétend pas en quelques minutes. Non, votre travail est trop conséquent. Mais présenter sa thèse en 70 secondes, c'est un concours, je crois, ou en 1 minute 30, c'est un concours en France. Ah. Oui. Mais bon, moi, je suis pas préparé à ça, mais en tout cas... intéressant, on a plus de temps. Voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est que mes 2 années de master, ça a été sur la Turquie, et j'ai fait vraiment un travail sur la mise en patrimoine, en fait, du pastoralisme nomade des populations kurdes, et j'ai montré toute la difficulté pour les bergers kurdes de Turquie de pouvoir se constituer en tant qu'héritage, en fait, culturel, puisqu'ils sont vraiment coincés entre 2 nationalismes, en fait, et que c'est vraiment pas évident pour eux de trouver le juste équilibre entre l'un et l'autre, quoi, en fait. Donc, mes 2 années de thèse, de master, ça a été vraiment sur cet aspect-là, sur la mise en patrimoine du pastoralisme dans le contexte du Kurdistan turc, en fait. Et après, sur la thèse, donc j'ai basculé sur le Kurdistan irakien. Et là, en fait, mon projet s'est vraiment dessiné petit à petit. Il n'a pas été tout de suite identifié. Je voulais travailler sur les nouveaux lieux de mémoire, c'est-à-dire toujours travailler sur comment des éleveurs qui ont traversé autant de drames que le Kurdistan irakien, en fait, ce qu'a vécu le Kurdistan irakien, ont pu continuer leur pratique et perdurer leur pratique ou reprendre leur pratique. C'était vraiment l'idée de base. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des enjeux sous-jacents qui sont apparus au fur et à mesure des entretiens. Entre autres, donc, la question des enjeux fonciers, en fait. Les éleveurs parlent beaucoup du manque de place qu'ils vivent au quotidien, c'est-à-dire le besoin qu'ils ont de trouver des pâturages disponibles, que ce soit en plaine, mais que ce soit aussi sur les parcours, le long des parcours, ou maintenant de plus en plus aussi sur les estives. La plupart des éleveurs que j'ai rencontrés, par exemple, fréquentent les estives de Tchoman. Et il y a de véritables enjeux fonciers sur le territoire de Tchoman, ne serait-ce que parce que c'est un territoire qui est régulièrement bombardé à la fois par l'aviation turque, mais aussi par l'artillerie iranienne. C'est à la fois un territoire qui est occupé par le PKK, par le PDKI, enfin par plein de groupuscules kurdes. Il y a aussi effectivement un revival, je veux dire, de la part des habitants de Tchoman qui veulent réhabiter et
réinvestir leur territoire pour y pouvoir vivre tout simplement. Sinon, effectivement, c'est un territoire perdu pour les villageois. Donc en fait, il y a énormément d'enjeux qui se combinent aux besoins qu'ont les nomades d'occuper aussi ces estifs parce que c'est des lieux où ils habitent 3-4 mois dans l'année. Donc en fait, voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie crainte de la part des nomades et comment dirais-je, un vrai sentiment d'humiliation aussi qu'ils vivaient par rapport à ce que leur imposait finalement l'histoire, ce que leur imposait le contexte actuel, quoi. Voilà. Donc les difficultés qui sont posées de par ce contexte pour pouvoir continuer à vivre de leur métier, de leur métier, de perpétuer les traditions peut-être aussi, et vivre comme leurs ancêtres. Je ne pense pas qu'il y a une volonté de vivre comme leurs ancêtres. Alors c'est simplement leur métier. C'est leur métier, exactement. La plupart du temps, c'est vrai que nous, on parle de nomades, mais c'est vrai que c'est plus un terme qui est employé par les citadins, qui est employé par l'imaginaire kurde, puisqu'effectivement, le nomadisme et les nomades font partie intégrante de l'imaginaire kurde et culturel kurde. Mais les éleveurs eux-mêmes se présentent comme des éleveurs, tout simplement. Ils disent « I'm Mardal », je suis éleveur, c'est ça, c'est leur métier. Après, ce sont des éleveurs qui bougent, qui ont des tentes, etc. Mais ils sont avant tout éleveurs et ils veulent vivre de leur métier. Ils le disent eux-mêmes souvent, nous, on vit de notre métier, on gagne notre argent par notre métier, on est aidé par personne. Ils sont très très fiers de ça. Mais c'est vrai que maintenant, ils rencontrent des enjeux. Le dernier enjeu en date, c'est par exemple la mise en place du parc national Algor-Sakaran. C'est normal d'avoir un parc parce qu'effectivement, ce lieu est magnifique. La région du Balakayati est une région magnifique. C'est un vrai bijou pour le Kurdistan irakien. Donc c'est normal qu'il y ait des politiques de préservation, ne serait-ce que contre le tourisme ou contre les poubelles qui sont laissées par les touristes, et pas que les touristes d'ailleurs, les éleveurs aussi le font. Mais à côté de ça, il faut pouvoir mettre ça en place sans exclure ces nomades qui fréquentent ces alpages depuis des centaines et des centaines d'années. Peut-être pas les mêmes familles, mais en tout cas, la pratique elle-même fréquente ces alpages depuis plusieurs centaines d'années. Donc en fait, ils se sentent chez eux là-haut. Et c'est toute la difficulté, effectivement, de comment concilier une population qui est là par intermittence avec une population qui est sédentaire et qui vit à Tchoman et qui veut reconquérir son territoire, en fait. Donc c'est tous ces enjeux que j'ai essayé d'écrire à travers ma thèse. Et c'est vrai que on le voit ces derniers temps, il y a eu de plus en plus de tensions dans le district de Tchoman. Il y a eu de plus en plus de tensions à la fois entre éleveurs et villageois, mais aussi entre groupes d'éleveurs, entre des éleveurs qui ont perdu leurs alpages il y a plusieurs dizaines d'années et qui veulent le récupérer aujourd'hui, et des éleveurs qui sont arrivés après, qui ont récupéré ces alpages et qui maintenant veulent garder ces alpages. Quand je dis alpage, c'est Costan, donc en fait, alpage, c'est le terme pour les Alpes françaises. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, mais il faut mieux remplacer, le plus juste, ce serait de dire estive. Je crois que si je ne me trompe pas, on parle là de transhumance, c'est-à-dire que les troupeaux se déplacent selon la saison, plus ou moins en hauteur. Alors, c'est pas de la transhumance, parce que la transhumance, ça concerne vraiment des groupes des troupeaux qui montent avec des bergers salariés. D'accord. Ou bien, souvent des bergers salariés. Mais là, quand on parle de nomadisme, ce sont des déplacements de familles entières d'éleveurs qui se déplacent avec leurs troupeaux. D'accord. Donc là, c'est ça le nomadisme. En fait, là, les familles que j'ai pu rencontrer, en fait, c'est comme des unités de production d'élevage. Et la main-d'œuvre, c'est toute la famille. Voilà. Donc pas de salariés. Non, pas de salariés. C'est exactement ça. C'est la famille qui est la main-d'œuvre de l'entreprise, et ils se déplacent d'une manière saisonnière. Moi, maintenant, je parle de semi-nomadisme parce que l'hiver, maintenant, tous ces éleveurs, en fait, vivent dans des habitations en dur. Généralement, dans des villages, soit sur des terrains qu'ils ont réussi à acheter, soit qu'ils louent aux villageois. Mais maintenant, on voit de plus en plus de villages d'anciens nomades qui sont construits en dur en hiver, etc. Et donc, c'est pour ça que je parle de semi-nomadisme. C'est-à-dire qu'il y a un point de référence sur le parcours, même deux généralement, puisque l'été, généralement, ils vont toujours sur les mêmes alpages. Ouais. Mais donc, c'est plus un semi-nomadisme. Il n'y a plus, en fait, le seul nomadisme vrai qu'on pourrait encore rencontrer au Kurdistan irakien, c'est souvent le fait d'éleveurs arabes, par exemple, qui vraiment font ils circulent en fait sur les champs et les piémonts en fait du Kurdistan irakien, et ne sont pas établis dans des villages fixes en fait. Oui, notamment les chamars. Exactement, notamment les chamars. Donc les chamars, tribus arabes irakiennes qui
Alors, vous pouvez en parler mieux que moi. Je ne connais pas très bien les chamards. J'ai eu l'occasion de les rencontrer une fois grâce au docteur Tayeb du gouvernorat de Dohuk. Il m'a mis en relation avec un vétérinaire qui allait les visiter. Et donc j'ai pu voir, effectivement, j'ai pu rencontrer des éleveurs chamards. Mais après, je ne pourrais pas effectivement décrire leur parcours, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment, je dirais, un parcours circulaire. Ils vont en fait de champ en champ. Selon la disponibilité du champ et qui loue généralement pour quelques mois, quoi. Voilà. Très bien, très intéressant. On pourrait en parler des heures. Enfin, vous pourriez en parler des heures et nous vous écouter. Quels sont vos projets désormais, donc, parce que vous avez terminé votre thèse? Oui, tout à fait. Une thèse en anthropologie. En anthropologie, oui. Donc sur le sujet dont on vient de parler, donc les éleveurs semi-nomades du Kurdistan. C'est bien, c'est le terme. Oui. Et puis, donc, quels sont vos projets désormais? Alors, est-ce que vous avez des projets plutôt en France? Est-ce que vous allez peut-être travailler au Kurdistan? Le projet immédiat, de toute manière, là, ça a été de monter l'exposition à la citadelle d'Erbil sur le semi-nomadisme. Une partie de l'exposition est consacrée au concept One Health, qui est tout simplement l'idée que la santé animale, la santé de la nature et la santé humaine sont intimement liées. Il faut savoir que 60% des maladies répertoriées sont des zoonoses, ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui viennent des animaux. Le cas le plus flagrant, ça a été le Covid-19. Par exemple, on est tous familiers désormais avec ce genre de terme à cause de l'épidémie, la pandémie de Covid-19. Ouais. Et je sais que là, à l'heure actuelle, le Kurdistan irakien est aussi frappé en ce moment aussi par des maladies animales, qui touchent à la fois le gouvernement de Dohuk, mais je crois qu'aussi à Souleymaniye, il y a eu un foyer qui s'est déclaré. Donc en fait, c'est un véritable enjeu sanitaire. D'autant plus qu'avec le changement climatique, ces maladies risquent de proliférer. Et donc, mon souhait, et en fait mon projet de recherche futur, c'est de travailler sur les connaissances sanitaires, les connaissances médicinales des bergers, des éleveurs semi-nomades concernant leurs bêtes. À la fois la manière dont ils traitent les maladies invisibles, puisque des fois il y a des maladies dont on ne voit pas les symptômes, et la manière dont ils traitent les maladies visibles. Quand je dis ça, c'est en dehors de la science vétérinaire. Vraiment, c'est comment ils font, quelles étaient leurs habitudes. Les éleveurs eux-mêmes. Voilà, exactement, avec leurs propres connaissances, avec leurs propres techniques. Et de voir aussi comment ces dernières années, qui a été frappé par la guerre, par plein de choses, en fait, a transformé ces pratiques. Et aussi la manière dont les sciences de vétérinaires, en fait, ont aussi modifié ces pratiques au niveau des éleveurs. Et un autre sujet, c'est de travailler aussi sur la perception qu'ont les vétérinaires des éleveurs nomades. L'idée, c'est vraiment d'être dans une espèce d'anthropologie, dans une recherche-action, c'est-à-dire vraiment travailler au lien qu'il y a entre vétérinaires et éleveurs pour aller dans le sens justement du One Health. Disons que ce qui est important pour moi, c'est de faire comprendre que les éleveurs sont au front par rapport aux maladies, mais vraiment au front. Et pour moi, il y avait un anthropologue qui avait travaillé sur le concept d'éleveur sentinelle. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'arriver à montrer aux Kurdes, entre autres, que les éleveurs sont effectivement ces éleveurs sentinelles. L'éleveur nomade n'est pas juste bon à rêver, parce que c'est vrai que chez les Kurdes, il est très bon à rêver, l'éleveur nomade. Oui, le kuchar le fait. Voilà, exactement. On le retrouve dans la culture orale et chantée de la poésie, on le retrouve partout. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'il faut qu'il puisse intégrer aussi la modernité de l'imaginaire kurde. Et justement, je pense que arriver à faire comprendre que les éleveurs sont des sentinelles par rapport aux zoonoses, etc., c'est un moyen aussi justement de faire entrer dans l'imaginaire kurde les pratiques d'élevage comme quelque chose de moderne, comme quelque chose qui vont compter dans le futur. Voilà. Très intéressant, très intéressant. Donc de beaux sujets en perspective et qui, j'espère, vous amèneront à revenir au Kurdistan et à revenir nous voir pour d'autres émissions et pourquoi pas peut-être filmer cette fois, vous suivre. Ce serait parce que vous vous rendez quand même dans des campements. Les cadres sont magnifiques. Tout à fait. Donc
il faut nous tenir au courant pour votre prochaine mission sur le terrain. Avec grand plaisir. Oui, on pourrait vous suivre. Michael Thévenin, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé du temps. Je rappelle que vous êtes anthropologue et que vous étiez de passage à Erbil pour une exposition à l'IFPO cette fois. Merci beaucoup. À très bientôt, chers auditeurs. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.